Il n'a jamais voulu, de son vivant, que les gens sachent que c'était lui, Hubert Lacroix. Willie, je pense que le plus important pour lui, c'était de faire un bon spectacle, d'être entouré de gens qu'il aimait. Malheureusement, des fois, il y avait des gens qui profitaient de sa bonté, de sa générosité. Mais Willie était heureux, entouré de ses amis à une grande table, après un spectacle, puis là, on va manger. Puis c'est moi qui paye, c'est ça qu'il disait. Il aimait les bijoux. Une fois, il avait acheté une bague. C'était toute une bague, c'était une affaire. Un fer à cheval avec plein de diamants. Puis il me montre ça, puis il dit, garde ça, Pat, garde ça. J'ai acheté ça. Il dit, ils fournissent le gun avec. Parce que ça va à peu près 15-20 000 piastres, je sais pas. Alors, il avait besoin de quelque chose pour se défendre si jamais il sortait. Alors, il aimait flasher, mais pas dans le sens vaniteux, par exemple. Je pense que Willie, il aimait partager toutes ces affaires-là avec ses chums, les faire rire. C'était un gars qui aimait rire. J'ai même vu Willie un jour, on était dans un restaurant chez Rinaldo, en ce temps-là, sur la rue Saint-Hubert. On était assis un groupe ensemble. On fêtait notre anniversaire qui était à peu près dans les mêmes jours. Et puis, le restaurant appartenait à quelqu'un de l'autre côté de la clôture, et puis un bonhomme qui est rentré, qui n'était pas de bonne humeur, à un moment donné, il est monté dans le balcon du restaurant, puis il a tiré de la mitrailleuse, il a fait le tour du restaurant avec sa mitrailleuse. Nous, on est assis en bas, et Willie a calmement dit, une chance qu'il n'a pas fait de trou dans ma pizza, ça aurait gâté mon souper. Moi, j'étais sidéré. J'avais eu très peur. Lui, c'était l'humour de Willie. Est-ce que vous êtes un homme, je vous vois faire des gestes, est-ce que vous êtes un homme qui travaille avec ses mains, Willie? Oui, parce que... Êtes-vous bricoleur, par exemple? Oh, bricoleur, tu comprends? Vous avez vu ça qui a ouvert ma cour un matin? Comment ça? Parce que la neige, j'ai pas de même. Ma femme a ouvert la cour pour que je sorte mon char. Comment ça, votre femme a ouvert la cour? C'est parce que moi, je sais pas runner ça, les affaires de taureau, là. Tu dis que ça marche. C'est elle qui fait ça? J'ai acheté un taureau. Une affaire, là, pour la souffleuse, ça fait ça? Oui. C'est ça, j'ai acheté ça, pour ouvrir les cours de temps en temps. Neige, t'es frayant. C'est elle qui ouvre le chemin, puis vous sortez. Ben oui. C'est comme ça dans tout le reste, je pense? Ben oui, parce que moi, je sais rien faire. Non, vous savez rien faire. Dans la maison? Une poignée de porte, ces affaires-là, l'électricité, je connais pas ça. Moi, c'est... Puis vous laissez faire ça par votre femme? Ben oui, c'est l'année de la femme, m'a fait ça. Non, non, elle est finie, celle-là. Pas rien, j'en ai donné un autre. Est-ce qu'elle est équipée, au moins? Tous ces outils, ça, quand elle va jouer au golf, elle gagne des scies mécaniques, ça finit là. Ah ouais, donc, là, le trague de bois. Mais vous êtes quoi dans cette maison-là? Moi, je suis le poète chantant. Ben là, vraiment, j'aurais tout entendu. Beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts, mais surtout beaucoup de premières pages dans tous les journaux aujourd'hui. Jean Lapierre, ça aura certainement une incidence, une répercussion, ces propos de Bernard Landry. C'est clair, je pense que M. Landry a maintenant établi le ton de sa relation qu'il aura avec le reste du Canada et aussi avec les fédéralistes québécois, parce que en attaquant de plein front un symbole comme le drapeau, c'est évident que ça blesse, ça heurte bien des gens. Et donc, je crois que la table est mise pour des relations assez acrimonieuses. Jean, certains analystes ont écrit, dès l'annonce des intentions de Bernard Landry de succéder à Lucien Bouchard, que le pire ennemi de Bernard Landry était Bernard Landry lui-même. Ben, le problème de Bernard Landry, c'est qu'il aime faire de très belles phrases et il a souvent, pour les journalistes, il est un régal parce qu'il a toujours des phrases assassines qui font leur effet. Il va nous parler du salon de l'auto, qui est très bientôt. Il va nous présenter un portrait de Pierre Bruno et également il nous amène au cabaret
du musée Juste pour rire, où il s'entretiendra avec Martin Matt qui présente son spectacle ce soir. Ça, c'est à 17h30. À 19h30, Arcan, Paul, reçoit Serge Ménard, qui est le ministre de la Sécurité publique. À 20h, c'est le retour. À 21h, c'est Emma. Et à 22h30, c'est Le Grand Blond. Et ce soir, Le Grand Blond accueille un nouveau venu dans le Club La Brèche. Paul Oud se joint au Club La Brèche. Aujourd'hui, exactement, jour pour jour, il y a 12 ans, c'était un dimanche, et c'était, pour notre invitée d'aujourd'hui, l'occasion pour elle d'animer la 930e édition de l'émission Bon Dimanche. Reine Malo, bonjour. Bonjour, Michel J'ai Jasmin. fouillé en titi pour trouver ce chiffre-là. T'as fouillé en titi? Ah, oui, oui. Pourquoi? Ben, parce que c'était pas évident de trouver la date de 930e et que ça tombe exactement aujourd'hui, le 24 janvier c'était aujourd'hui 1988. comme aujourd'hui? Aujourd'hui comme aujourd'hui, 24 janvier ben là, 1988. Mais je suis très impressionnée. Je te Merci. trouve... Mais écoute, t'étais bon d'avoir trouvé d'abord Merci. cette date-là, puis ça me... Je suis émue. Vous l'avez fait pendant combien de temps? Bon dimanche, Écoute, je c'est l'ai long. animée pendant 7 ans. Ouais. Et avant d'être l'animatrice d'émission, comme tu te rappelles, tu étais toi-même Ouais. l'animateur, j'ai fait la chronique livre pendant aussi 7 ans. Alors, au total, à Bon Dimanche, pendant 14 ans. Et c'est une des émissions de TVA qui a duré le plus longtemps, je pense, historiquement. C'est une institution, c'était une institution, Bon Ouais, Dimanche, je pense 22 ou 23 ans. Ça avait commencé avec Serge Belair, je pense. Alors, la qui a toute été première... premier. On va Serge faire Belair. l'historique tantôt, Oui, là, mais oui, oui. parce C'est que- une belle histoire, l'histoire de Oui. Bon Dimanche. On a grandi devant Bon Dimanche. Tout à fait. Et c'est parce que, bon, la raison pour laquelle ça revient d'autant plus, c'est qu'André Robert nous a quittés récemment, est décédé récemment. Mais je Et- ne savais pas. Ah, vous ne saviez pas? Je ne savais La fin pas. de semaine dernière, en Floride, André Robert est décédé. Il avait 76 ans. Mais quelle Je horreur! suis désolé de vous apprendre Ah, ça ça comme ça. m'attriste beaucoup. Parce qu'il a été, Ah, à la barre de oui. Bon Dimanche pendant de nombreuses années. Ah oui, Et en plus, c'est que c'est lui, je pense, qui vous avait contacté pour vous amener à la télé. exactement. Mais vous avez un parcours qui est tellement inouï. Oui, un peu. Avez-vous l'impression d'avoir fait carrière un peu malgré vous? Ah, complètement. Ah, complètement. Même pas un peu. Pas un peu, complètement. Oui, oui, oui. Non, c'est pas un métier que j'avais choisi. Je suis venue à la télé, bon, d'abord par la radio, et j'ai commencé en radio tout à fait par hasard aussi. J'ai commencé en radio pendant les études, je travaillais l'été. Et puis, j'ai aimé ce milieu de la radio, mais j'étais pas animatrice au départ. J'ai remplacé une fille qui faisait le routage. Tu sais, je tapais l'horaire des publicités. Ouais. Bon, tout se faisait à l'époque, il n'y avait pas Ça, d'ordinateur. c'était Joliette, là. C'était à Joliette, Oui. c'est JLM. Et tout se faisait à mitaine. Tout se faisait à la mitaine. Ouais. Et puis, j'aimais donc le milieu. Je passais beaucoup plus de temps en discothèque parce que j'adorais la musique. Ouais, ça a toujours été. Et ça a toujours été. Ouais. Mon frère avait une boîte à chansons. J'ai grandi avec, bon, autour de moi, des interprètes, avec des compositeurs, des auteurs. Ouais. Et donc, j'étais très à l'aise en discothèque et on me demandait souvent d'aider l'animateur à préparer l'émission. J'étais beaucoup plus à l'aise là que devant le dactylo. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un animateur qui est parti et puis on m'a demandé de le remplacer. J'ai dit, oh non, jamais de la vie. Moi, je suis trop timide, je pourrais jamais parler au micro. Et on m'a dit, c'est ça où tu perds ton emploi parce que tu es nul au dactylo. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais essayer. Et puis, c'est parti. Mais vous savez que ça a toujours étonné tout le monde quand vous dites « je suis une femme timide ». Parce que Totalement. ce que l'on perçoit de vous quand on vous voit à l'écran, on n'a pas cette image de femme timide. On va essayer de parler de ça aussi. Évidemment, comme je disais tantôt, on va parler de votre fortune personnelle aussi. Hein? On a beaucoup de beaux sujets. Beaucoup de Écoute, beaux oui. sujets. C'est pas Et des avenues d'entrevue qui manquent. Non. Non. Et on va aussi se rappeler quelques épisodes de Bon Dimanche. Entre autres, cet épisode-ci qui date de 1987. Vous y étiez déjà à la barre de Bon Dimanche depuis 83. 84. Oui, Vous avez commencé. oui. Alors, rappelons-nous 87. D'accord. Tu as des images? Oui, de oui, ça? des images de ça. Mesdames et messieurs, bonjour Ah, et bon. bienvenue à Bon Dimanche. Eh bien, comme vous le savez, ce dimanche 30 août marque le début de la nouvelle saison. C'est jour de grande rentrée à Télémétropole et il y a dans l'air une excitation, une fébrilité et chaque année, ça se répète et c'est absolument formidable. Alors, on a décidé... Vous n'avez pas l'air timide là, là. Notre
personnalité aujourd'hui, c'est un qualificatif que vous avez dû entendre des dizaines et des dizaines de fois dans votre vie, une de nos plus belles voix féminines au Québec. On a dit ça souvent? Souvent, Ouais. très souvent. On parlait de la voix de Mme Payette, on parlait de votre voix à vous. À l'époque où je faisais de la radio. Oh, même en télé, c'est la même chose. Votre voix se distingue parmi les autres. On regardait les images de Bon Dimanche tantôt, qui était un Bon Dimanche spécial, me disiez-vous, durant la pause. Vous n'avez pas l'air traqué, vous n'avez pas l'air... Mais écoute, je me rappelle comme si c'était hier de cette émission, parce que c'était la rentrée. Et M. Gabrielli, qui était à l'époque directeur des programmes, avait demandé d'animer l'émission avec, alors là, tous les animateurs, il y avait du public. Alors moi, je travaillais jamais devant le public, j'étais morte de trac. Je n'avais pas dormi une seconde la nuit qui avait précédé l'émission. Oui. Et quand je me revois faire... Je n'ai jamais vu cette émission. Effectivement, c'est hallucinant parce que j'ai l'air tellement calme. Tout à fait. Et je me souviens, au moment où on a fait 1, 2, 3, c'est parti, j'ai regardé la caméra, j'ai fait l'intro et j'étais devant un trou noir. Je voyais des petites lumières blanches devant mes yeux. J'étais mais totalement sur le pilote automatique. Il n'y avait plus rien. Mais rien, je ne voyais plus les gens autour de moi et c'était vraiment... comment ça se fait que j'ai l'air si calme? C'est étonnant. Mais combien de temps ça a duré, cet état-là? Cet état-là a duré assez longtemps. Le premier invité était M. Gabrielli lui-même, qui venait nous parler de la nouvelle programmation. Et puis, pendant toute l'entrevue avec M. Gabrielli, je ne le voyais pas. Il était devant moi et je ne le voyais pas. Je parlais à une voix qui me répondait. Et après l'émission, j'étais allée voir Vincent Gabriel en lui disant « Plus jamais, M. Gabrielli, ne me demandez plus d'animer ce genre d'émission gala. C'est pas pour moi, ça m'énerve trop. J'ai failli en crever quand je faisais l'entrevue avec vous. Je ne vous voyais pas. » Il m'a dit « Eh bien, moi non plus, je vous voyais pas. » On ne voyait pas ni l'un ni l'autre. Alors là, mais bon. Alors, il était aussi traqué que moi. Comment comprendre, Reine, qu'avec cette timidité-là, avec cette espèce de retenue que vous avez, et cette peur-là que vous avez, que vous soyez tombé dans ce métier-là? Ben, comment ça se fait que je suis tombée dans ce métier-là? Tu sais, tout à l'heure, je te disais, j'ai commencé à faire de l'animation en radio tout à fait par hasard. Ouais. Et puis, j'y ai pris goût. J'ai quand même aimé ça. Mais entre la radio... cette timidité. C'est-à-dire, en studio, moi, toute seule en studio, présenter des émissions, je suis tout à fait à l'aise. C'est dès qu'il y a des gens qui me regardent. En fait, il ne faut pas que je pense qu'il y a des gens qui me regardent. En ce moment, en fait, là, personne ne me regarde. Écoute, avant de commencer Bon Dimanche, à l'époque, j'étais ravie quand il faisait beau, parce que je me disais, ah ben, il fait beau, tout le monde est dehors, il n'y a personne qui nous regarde. Oui, non, je voulais surtout pas que personne nous regarde. Mais est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez souvent dit non à des propositions à cause de ça? Constamment. Une peur. Mais tu sais, la timidité, c'est beaucoup un manque de confiance en soi. Moi, j'ai pas confiance en moi. Je pense toujours que je serai pas à la hauteur des attentes. Peut-être parce que je mets la barre très haute. Puis je pense que dans la prochaine émission que je vais faire, je vais avoir un trou. Je pourrai pas poser la bonne question. Et si je suis devant quelqu'un qui m'impressionne, je perds tous mes moyens, j'en dors pas la nuit. Qui vous impressionne? Sans que ce soit des noms, là. Je sais, quel genre de personnes vous impressionne? Mais plein de gens m'impressionnent. Mais pourtant, quand vous arrivez pour faire une entrevue, vous êtes préparé, vous connaissez votre matière, vous savez... Vous êtes une travaillante, dans le fond. Oui, mais de faire une entrevue, je sais pas, moi, quand on me disait, tu vas faire une entrevue avec Gérard Depardieu. On a un extrait, d'ailleurs. Avec Gérard Depardieu? Oui. C'est pas vrai. Oui. Mais écoute, c'est drôle, vous tombez pile sur toutes les... Peut-être les moments de ma carrière où j'étais le plus stressée. Charles Trenet. Charles Trenet, on a un extrait avec Trenet. J'étais quand même très, très stressée. Mais Gérard Depardieu, particulièrement... Boringer. Oh, qu'est-ce qu'il était fou, lui. Oui, tantôt. Depardieu, particulièrement, quand mon équipe m'a appris, je me rappelle ma recherche, excitée comme un pou, qui me dit « Reine, devine, on a Gérard Depardieu. » Et je dis « Est-ce vraiment nécessaire? » Alors... Et là, pour tout le monde, j'étais si négative que là, j'essayais de pas trop dire que j'étais désappointée. Et honnêtement, je priais, je me disais, j'espère qu'il va se casser une jambe, j'espère qu'il va tomber malade. Son avion. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il va venir? Il n'y a plus rien à nous dire. Il a fait toutes les entrevues. J'étais terrorisée. Mais quand vous arriviez... Terrorisée. La rencontre que vous faisiez, par exemple, avec Depardieu, avant de lui parler... J'étais terrorisée jusqu'à la seconde où, paf, je commençais la première question. Et là, ça allait bien. J'oublie tout à ce moment-là. Et ça a toujours été comme ça. Dès que je commence l'entrevue, ça y est, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus personne qui écoute, il y a la personne devant moi. Oui. Et là, je suis tout à fait attentive, intéressée à ce qu'il me raconte, et puis j'oublie tout le reste. Mais avant, l'angoisse,
Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes arrivé ici à la station... Oui, je suis quand même un peu angoissée. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui travaille. Non, mais c'est ça. Mais est-ce que d'être de l'autre côté, ça vous stresse aussi, ça vous inquiète aussi? Quand même, oui. Ben oui, quand même. Il y a des caméras. Avez-vous toujours été comme ça? Quand vous étiez petite fille, par exemple, que vous aviez un exposé à faire devant la classe... L'enfer, je pouvais pas. Moi, je me suis retrouvée dans des situations, les genoux qui claquent, mais vraiment. Et quelque part, je me dis d'où ça vient. Tu sais, j'ai vraiment fait une auto-analyse, ne t'en fais pas, j'essaie de comprendre. Mais ça vient de l'enfance, hein. Ça vient effectivement de l'enfance. C'est les parents qui te donnent confiance en toi. Et ma mère vous n'avez pas l'air à manquer de confiance. J'ai l'air, tu vois. C'est un peu jeune. Ouais, mais j'étais déjà très, très timide. J'ai une autre photo. Écoute, là, je suis enceinte de ma fille. Écoute, les années... Ça, c'est les années peace and love. 70, 75, 76. Émilie, elle est née en quelle année? Elle est née en 76. En 76. Ouais, tu vois, je fais très peace and love. Et là, on a Émilie avec maman. La belle grande Émilie. Qu'est-ce que vous faites avec la vadrouille dans les mains? Eh bien, crois-le ou non... Je pensais que c'était un petit parasol, mais c'est pas ça. Je fais parfois le ménage. Non, ce jour-là, écoute, c'est le jour où Émilie, c'était le jour de la graduation d'Émilie, et maman et moi, on déménageait, comme toujours. Ah, c'est nouveau! Oui, ce jour-là, on préparait un grand déménagement, encore une fois. Quelle enfance vous avez eue à Joliette? Heureuse. Ouais. Heureuse. Milieu familial? Milieu familial, un papa, une maman très présents. Une classe moyenne, privilégiée? Classe moyenne. Maman était couturière, mon père travaillait à l'usine, donc des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Mon père était très, comment dire, très présent à la maison. C'est quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup, qui économisait ses sous pour que ses enfants puissent avoir accès à une bonne éducation, mais des parents avec qui on partait en voyage, des parents une maman qui était là. Qui avait quand même certains moyens. Si vous pouviez partir en voyage, vous partiez parce que là là, non, on partait en voyage avec grand-maman, grand-papa, tout le monde dans la voiture vers le lac Saint-Jean, là. Oui. On n'allait pas en Europe, là. On n'allait pas en Europe. Mes parents, je ne me rappelle pas que mes parents nous aient amenés au restaurant. Mes parents ne dépensaient pas de sous, ils gardaient tous les sous pour l'éducation des enfants. Et donc, deux frères. Qui sont plus jeunes, plus alors, vieux? René, mon frère aîné, René, qui... Producteur, qui est très impliqué dans le milieu, peut-être un peu moins maintenant. Oui, mais qui a vendu maintenant Mal au film. C'était Mal au film, qui est devenu Behavior. Oui, alors il n'est plus du tout dans ça. Non, il est retraité, il fait une belle vie, mon frère. Oui, et vous avez un autre frère qui est plus jeune? Mon frère Paul, qui est 10 mois plus jeune que moi, qui habite toujours Joliette. Et qui travaille dans quel domaine? Mon frère Paul est machiniste. Alors, tout à fait différent. René et moi, tout à fait dans le milieu du showbiz, entre parenthèses, alors que Paul est beaucoup plus manuel. Donc, une enfance très heureuse, très couvée, et peut-être même trop couvée. Je disais toujours, maman, c'est à cause de toi si je suis si timide, parce que maman nous a tellement protégés. On n'a pas été élevés dans la ouate, tu sais, on n'était pas des gens riches, mais maman, si elle avait pu mettre 300 couches de ouate autour de nous pour qu'on ne soit jamais heurté par quoi que ce soit. Qu'aucun mal ne vous atteigne. Mais oui, maman, et toute sa vie, ça a été ça. Elle n'a vécu que pour nous. Chaque fois qu'on avait un petit problème pour elle, c'était sur ses épaules. Ça a été quelqu'un de très investi dans la vie de ses enfants. Est-ce que vous étiez une petite fille active, une petite fille qui avait beaucoup d'activités? Je n'étais pas une hyperactive, j'étais très sage. J'étais très dans mes livres. Mais j'étais une fille de... Bonne élève? Oui, bonne élève. Oui, pas une première de classe, mais je travaillais bien en classe. Oui, je travaillais bien en classe. Et de mon enfance, je garde des souvenirs de nature aussi. On vivait tout près d'une campagne. On a beaucoup vécu la vie de campagne. Mon grand-père était un cultivateur. On allait sur la ferme. J'ai eu une très belle enfance. Vous avez traversé au cours de votre vie des moments de grande joie, vous avez traversé des moments difficiles aussi, comme tout le monde. Il y a eu des moments qui sont des fois des moments de tristesse. On a des extraits de la fermeture de la dernière émission de Bon Dimanche en 1990. Ah, ça va me faire plaisir de te revoir. Avec l'équipe qui était autour de vous. Oui. Ah oui, de cette 1068e émission de Bon Dimanche. Après 23 ans d'existence, parce que c'est bien 23 ans, l'émission a été créée en 1967. Eh bien, il faut déjà se dire un dernier au revoir. Merci de toutes ces lettres, de tous ces téléphones, de tous ces commentaires. Bien sûr, ça n'a pas fait changer la décision de la direction, mais au moins, ça nous a fait chaud au cœur et nous sommes
Ah, je pense que ça nous encourage à continuer. Alors, pour la 23e année, de la part de nous tous, et merci à vous tous de l'excellent travail, on se retrouve, j'espère, bientôt. Et bon dimanche. Une certaine peine, ça. Hein? Ah, écoute, j'ai ému. Oui, avec raison. Ah, je suis complètement émue. Ah oui, ah oui. Tu vois, j'avais oublié. Imaginez, vous avez un rhume. Vous êtes congestionné, vous avez une toux et des maux de gorge. Imaginez maintenant que ceci est la gomme qu'on prend. Un jeune premier. Un débutant. Un débutant. Il en était à sa toute première émission télévision importante. Oui. On le connaissait à peine. Évidemment, il était déjà connu à la radio, mais pas à la télévision. Et c'était Michel un petit peu à la télévision. Ciné-Quiz. Oui, parce que je travaillais avec le robot en haut. Lui, vous connaissez. Oui, oui. Et il y en a plusieurs qui, d'ailleurs, Pierre Couture, qui a suivi, a aussi... Ça a été vraiment le passage de plusieurs je pense qu'on animateurs. entrait par la caméra robot en haut. On faisait ça pendant, je sais pas, peut-être 6 mois ou quelque chose comme. Et j'ai fait Ciné-Quiz. Oui, on a précisé robot parce que c'était pas le robot culinaire. T'étais tout seul. T'étais tout seul dans ton petit studio avec seulement le robot, c'est-à-dire une caméra. Une caméra qui était manipulée à distance. Ouais. Il n'y avait même pas de régisseur, rien. Je faisais Ciné-Quiz. Comme je disais, dans cet entretien que vous faisiez, il y a beaucoup d'animateurs, d'animatrices. Louis-José Mondou est passé par Ciné-Quiz. Oui, absolument. Ça a été l'école. Oui, Pierre Couture, etc. Mais pas moi. Pas vous? Non. Vous êtes passé directement de la radio à Bon Dimanche. À Bon Dimanche. Oui. Revenons un petit peu avant ça. Vous vous êtes marié, vous aviez quel âge? Écoute, je me suis mariée 2 fois. Tu ne savais pas, hein? Grande révélation. Non, vous vous êtes marié 2 fois? Oui. Alors, je savais une fois, oui, Bernard. Oui, voilà, mais j'étais mariée avant. Vous aviez été mariée avant? Oui. OK, oui. racontez-moi ça. Je me suis mariée à 22 ans avec mon amour de jeunesse, c'était Pierrot. Qui était de Joliette? Qui était de Joliette aussi, un pianiste formidable et un ami d'enfance, de toujours. Et puis, on a été, bon, écoute, j'avais 22 ans et on s'est quittés quand je suis arrivée à Montréal, quand j'avais 25 ans. Mais vous étiez mariée? Mariée. Oui. Et Pierrot est resté un ami formidable. Il m'appelle. On fait des cadeaux pour mon anniversaire. Pierrot, mon Pierrot pour toujours, oui. Pierrot, donc, oui, vous êtes Pierrot, laissé... on s'est divorcés. Combien de temps après? Donc, je dirais 3 ans, 4 ans après. Oui, vous êtes arrivé à Montréal. Je suis arrivée à Montréal. Nous, on s'est séparés. Oui. Et j'ai rencontré Bernard. Vous avez rencontré Bernard, qui était... Alors, qui était... Photographe. Qui était photographe, voilà. Et qui travaillait avec mon frère. Et voilà. Coup de foudre? Avec Bernard, oui, coup de foudre. Oui, coup de foudre. Êtes-vous une femme à coup de foudre? Pas vraiment. Mais je sais rapidement si je suis amoureuse. Rapidement? C'est-à-dire, je sens quand je suis devant quelqu'un qui vraiment m'apprécie. Instantanément, vous voulez dire? Ou si ça prend 2, 3 rencontres? Je le sens presque tout de suite. C'est chimique. Ah, ouais? Ah oui, ben oui. C'est un grand bonheur de pouvoir sentir ça, par exemple. Oui, mais des fois, on se trompe. Sauver des pertes de temps? Oui, mais parfois, on se trompe. Ah oui, ça arrive. Ben oui. Mais avec Bernard? C'est ça. Oui, mais moi, vous étiez pas moi je le sais. Dans mes histoires d'amour, c'est que très souvent, je sais quand je suis amoureuse. Ouais. Mais c'est très long avant que l'autre le sache. Je ne Vous ne dis le pas. dites pas? Ah non, Pourquoi? jamais. Mais j'attends qu'ils me le disent. Toujours. Oui. Moi, je me fais courtiser. Oui. Je ne courtise jamais. C'est contre mes principes. Et vous C'est comme ça dans mon métier, c'est comme ça dans ma vie même amoureuse. pas un petit indice, même pas, pas du quelque tout. chose qui va laisser un peu d'espoir? Non, Pourquoi? De peur d'être déçu, de peur d'être rejeté. De peur du non? De peur du non. Alors j'attends qu'on vienne me chercher toujours. Vous avez déjà eu, j'y vais sur la pointe des pieds là, vous avez déjà eu un coup de foudre pour un auteur célèbre. Je relisais une entrevue qu'on avait faite ensemble il y a une dizaine d'années à peu près. Mais lui, c'était pas un coup de foudre. Est-ce qu'on le nomme? Ce qu'on peut dire. John Irving. John Irving, celui qui a écrit Le Monde selon Garth, Hotel New Hampshire, etc. Le coup de foudre, quand vous vous êtes rencontrés? Non, pas le coup de foudre, Michel. Dans le cadre de John Irving, c'était pas un coup de foudre. Je l'ai rencontré, dans le cadre de Bon Dimanche. C'est-à-dire, j'ai parlé du premier livre de John Irving, Le Monde selon Garth. Et j'étais donc très associée au succès, à l'époque je faisais la chronique littérature. Alors j'étais très associée au succès de John Irving à Montréal, ce qui fait que chaque fois qu'il venait, on m'invitait toujours au dîner quand il était là, et puis bon, et je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et je peux pas te dire un coup de foudre, mais comme j'avais lu son livre, quand j'ai vu John Irving, il était Garth, il était ça. Complètement. Un homme charmant. Charmant, extraordinaire, exceptionnel. Est-ce que c'est vous qui vous êtes refusé à aller plus loin dans une relation possible? Je dirais oui.
Pourquoi? Ben, j'ai eu peur. Peur de quoi? Ben, d'abord, il y avait quelqu'un dans ma vie à ce moment-là. Embêtant. Embêtant. Oui. Et d'autre part, j'ai eu peur. C'était trop gros pour moi. Ça voulait dire tout quitter, c'est ça qui vous faisait peur? Ben, non, pas tout quitter. Dans un premier temps, il aurait fallu que je le rejoigne là où il vivait. En Nouvelle-Angleterre? En Nouvelle-Angleterre. Ouais. Donc, j'accepte un rendez-vous que j'ai jamais accepté. J'ai jamais accepté, non. Y avez-vous pensé longtemps? Après? Ah, non, avant. Avant de refuser ce rendez-vous. C'est-à-dire que tout le monde... La proposition était d'aller... Tout le d'aller... monde autour de moi me disait, mais vas-y, mais tu te rends compte, John Irving, tu peux pas passer à côté de ça. Et j'ai dit, oh non, c'est trop compliqué pour moi, je fais pas. Mais votre cœur là-dedans, il disait quoi? Mon cœur? Moi, j'écoute pas toujours mon cœur. Je suis une femme de raison. Ah, c'est plate, ça. Je suis pas sûr. Oui. La raison avant le cœur. Le plus souvent possible, en tout cas. Est-ce que des fois, vous haïssez ça, que la raison prenne le dessus sur le cœur? Non. Non? Oh non, je suis ravie. Ça me protège. Mais vous ne croyez pas à ça, que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas? Ah oui, j'y crois. Oui. Je le comprends complètement. Oui. Mais j'essaie de toujours raisonner. Est-ce qu'après... C'est une façon de se protéger carrément. Oui, sûr. Est-ce qu'après cette décision-là, face à cette relation possible avec John Irving, vous vous êtes revus tous les deux? Mais là, c'est un petit épisode de ma vie. Là, oui, tout à fait. On va refermer le livre. Oui. Mais on va refermer Garth. Est-ce que vous vous êtes revus à certains moments pour des raisons professionnelles, des entrevues, des choses comme ça, d'autres livres? Oui. Mais il y avait une très, très grande, comment dire, gêne entre nous, parce que comme je n'avais pas accepté son invitation, c'était après très... Je sais pas, il y avait un malaise entre nous. Est-ce qu'à certains moments, quand il y a des situations comme ça, vous sentez le besoin de nettoyer tout ça, de clarifier la situation, vous vous dites, oh, on va laisser passer le temps, on va laisser le temps Dans le faire cas les de choses. John Irving, j'ai laissé passer le temps. Ouais. Mais habituellement, oui, je clarifie. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Je suis jamais tombée amoureuse d'un acteur célèbre. Non, c'est ça, non, c'est pas, Non, ça, c'est pas du tout votre genre. Non, c'est pas mon genre. Bon, revenons à Bernard. Et il était amoureux de moi, cela dit. Oui, bien sûrement. Sûrement. C'est comme ça que je connaissais l'histoire, en tout cas. Revenons à Bernard. Vous avez épousé Bernard, vous aviez 25 ans à peu près? Donc j'avais 27 ans. 27 ans? Oui, 27 ans. Et vous avez été mariés combien de temps? On a été 4 ans. On était mariés pendant 4 ans. Oui. On est parti vivre en Europe pendant 1 an. Ah oui? Oui. Est-ce que c'est là que vous avez été en Italie? Oui. J'ai fait le tour. Près de Naples, il y avait une toute petite île. Ischia, voilà. Oui. D'ailleurs, j'avais décidé que mon premier enfant s'appellerait Ischia. Et puis j'ai changé d'idée. Ischia, Nobert, Malo. Non, je trouvais que c'était pas... joli. Oui, mais c'est un peu trop. Oui, c'est la petite qui va le porter après tout. Non, c'était bien mieux, Émilie. C'était 100 fois mieux, Émilie. Émilie, c'était bien. Ah, oui. 4 ans plus tard, vous vous retrouvez veuve. Oui, absolument. Ça a été cette année-là, 1978? Alors, 76. 76, pardon. Ouais. Une année assez terrible parce que la mort de votre mari et la naissance de votre fille. Oui, dans la même année. Dans la même année, donc votre fille n'a jamais connu son père. Non, forcément. elle avait 9 mois. Elle avait 9 mois. Comment vous avez réagi devant cette situation nouvelle qui se développait dans votre vie? 29 ans, vous retrouvez veuve, qui est un mot dont j'ai horreur, mais qui est un mot qui existe. 29 ans, vous êtes veuve et vous avez un enfant de 9 mois. C'est ça, c'est un épisode de ma vie dont j'aime pas beaucoup parler. C'est un épisode qui est très intime, qui est très secret, que j'ai jamais... Mais la réaction face à la solitude, je veux dire. Là, vous vous retrouvez à 29 ans et vous savez que vous allez devoir élever votre fille toute seule. Ah, c'est un virage complet. Est-ce que ça bascule une vie complètement? Ah, complètement. Je pense que j'ai vieilli de 10 ans, mais j'ai pas voulu, enfin, j'ai pas pu m'apitoyer sur mon sort. Pas eu le temps. Pas eu le temps. J'ai un enfant à élever. Ouais. Elle a 9 mois. Je deviens le père et la mère. Avez-vous eu peur de ce qui allait suivre, de ce qui s'en venait? Mais bien sûr, de l'énorme responsabilité. J'avais fait un enfant en pensant à une vie de couple, en pensant à la présence d'un père. J'ai pas fait un enfant pour me faire plaisir. Et là, tout à coup, j'étais complètement responsable de cet enfant. Et je me disais, est-ce que je suis à la hauteur de cette responsabilité? Le doute encore? Ah, tout le temps. Le manque de confiance encore? Là aussi? Ah oui. Bien, oui. Est-ce qu'on se Je suis retourne? même pas certaine d'être une bonne mère, tu sais, non. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 25 ans presque, Émilie, tu te rends compte? Vous n'êtes pas sûr d'être une bonne mère? Ben oui, mais l'âge prouve rien. Non, mais... Mais j'ai fait... Vous n'avez jamais été à chercher au poste de police, à ce que je sache, non? Non. Ça a été une enfant formidable. Et à ce moment-là, est-ce que vous vous tournez un peu vers maman?
Heureusement, il y avait maman. Ouais. Heureusement, il y a eu maman pendant toutes ces années-là parce que je commençais ma carrière. Je commençais, aussi, parce qu'il y avait ça qui commençais à Bon Dimanche, je commençais à l'heure de pointe, je faisais de la radio à l'époque, donc j'avais des horaires c'était très accaparant comme métier. Là, on vous voit à CKMF. Voilà, ça, c'est CKMF. Bon, au tout début de CKMF. Au tout début de CKMF, parce qu'à CKMF, au début, vous n'étiez pas comme animatrice, vous n'étiez pas la voix à l'antenne. Non. Alors, au début, à CKMF, j'étais scripteur. J'écrivais des messages publicitaires. Ouais. Parce que moi, je tenais pas à être animatrice, hein, à tout craint. Je suis partie de Joliette. Je voulais venir à Montréal. Ça, c'était essentiel. Je voulais pas passer toute ma vie animatrice à Joliette. Alors, je voulais venir travailler dans un poste de radio de Montréal. Et j'ai commencé à CKMF. On m'a dit, on veut pas d'animatrice ici, on veut que des animateurs. À cette époque, en 71. Ça commence bien. Hein? Ça commençait bien. Mais ils n'ont pas résisté longtemps. C'est-à-dire, j'ai commencé à... Vous avez commencé par faire des voix publicitaires aussi. Voilà. Je faisais tout ce qui était les indicatifs, les publicités. C'est ça. Oui. Et puis, on m'a donné une émission qui s'appelait Les Arts et les Autres. Et puis, j'ai fait le 5 à 7 à une époque, crois-le ou non. Et pendant ce 5 à 7, tu sais, je tournais du Léo Ferré, du Jacques Brel, du Sean Phillips, du Emerson, Lake et Palmer, à CKMF. Oui. Hein? Ça a beaucoup changé. Ça, c'est avant que toi, tu arrives et ton disco. Avant que le 5 à 7, avant le 5 à 8. Oui, avant le 5 à 8, oui. Mais Reine, de ces années-là, on a reçu une question. On va vous la poser après la pause. On va la poser pendant la pause pour vous permettre d'y penser un petit peu. Demandez-lui, ça c'est un monsieur qui s'appelle Armand, alias le pitonneur, de nous parler des paroles d'amour qu'elle nous disait à la radio lorsqu'elle présentait ses chansons vers 1975. Ah oui. On va faire une pause. Et au retour, on va vous donner la réponse, Armand. Il vous faut pour un flirt. L'album Pour un flirt volume 1 en vente dès maintenant. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? C'est quelqu'un qui emmagasine des tas de Bah oui, c'est tout, les chagrins, les douleurs, les défauts, toutes les choses épouvantables de tout le monde. Par exemple, tous vos défauts, tous les défauts de tout le monde, là, il faut que je les connaisse. Puisque de toute façon, je les connais, c'est les miens. Est-ce que, avec une enfance comme celle-là, vous avez réussi à devenir un adulte heureux? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas très pressé d'être un adulte. Il y a des choses dans lesquelles je me comporte en adulte, puis il y en a d'autres, heureusement, qui sont presque les plus sérieux. Je me comporte encore dans l'enfance que je n'ai pas eue. Et ça, c'est ce qui est extrêmement sécurisant. Qu'est-ce qui avait fait qu'en 1975, vous avez décidé de ne plus monter sur une scène, de faire vos adieux? Qu'est-ce qui vous avait incité à prendre cette décision? Parce que je pensais que c'était raisonnable. Et puis quand même, être raisonnable quand on a le surnom de fou chantant, ça ne corrobore pas tellement la chose. Ça me rappelle de bons souvenirs quand vous voyez ces images-là? Mon Dieu, complètement. Mais avec Boringer. Boringer, il est formidable. Je ne me rappelais pas à quel point il était extraordinaire. Mais vous en avez fait une avec Cabrel aussi, une entrevue. Ah, quelle horreur. Pauvre Cabrel. Alors lui, je pense qu'il est encore plus timide que moi. Oui, hein? Mais lui, il parle pas. Moi, je suis une timide qui parle beaucoup. Qu'est-ce que vous lui aviez demandé? Écoute, je ne me rappelle pas. On l'a pas en image, là, oui, mais... Qu'est-ce que je lui avais demandé? Vous lui demandez, il est comment votre disque? Il vous a dit, il est rond avec un trou dans le milieu. Je ne me rappelle pas de ça, t'es sérieux? Quelle horreur! Oh non, le pauvre. Oui. Oh non, mais c'est l'horreur pour l'intervieweur. Écoute, l'invité qui ne parle pas. Jean Leloup? Jean Leloup. Mais Jean Leloup, il cabotine beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Alors, bon, il était dans Starmania ça à ce sauve moment-là. la sauce dans le cadre de Jean Leloup. Mais, tu sais, j'ai eu Jean-Jacques Goldman, entre autres. Oui. Écoute, il est timide, lui aussi, Goldman. Est comme une carpe. C'est l'horreur comme intervieweur. Tu rames, et puis tu rames, et puis tu as 122 questions, et puis oui, non. Mais quelle horreur! Ça, c'est épouvantable. Et par ailleurs, tu as des gens généreux, formidables, comme Boringer, qui... Est-ce que même quand vous faites des souvenirs que vous avez encore aujourd'hui, parce que vous en faites encore de l'entrevue, quand vous avez des entrevues qui sont difficiles, ou comme vous dites, vous ramez, est-ce que vous n'y trouvez pas quand même un certain plaisir? À ramer? Une satisfaction de l'avoir fait après? Ah, complètement. Moi, je trouve que c'est un métier qui est très gratifiant que le nôtre. Oui. Parce qu'après, quand le travail a été fait, je ne peux pas dire que je suis toujours complètement ravie de mon travail. Je pense qu'on n'est jamais complètement. On l'est pas, non, c'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, en plus, j'ai un esprit critique épouvantable. Moi, je me scripte à la loupe. Et puis, est-ce que j'ai posé la bonne question? Et puis, est-ce que là, j'ai réagi bien? Ah, tiens, je le regarde avec trop d'étonnement. Je me pose toujours de façon 1 million de questions. Je ne suis pas simple avec moi-même. Pas simple. Mais cela dit, dans l'émission que je fais en ce moment,
Santé en vedette. Oui, Santé en vedette. Je ne peux pas te dire que je rame, parce que tous mes invités, écoute, c'est du gâteau tout le temps. Il faut dire que je fais des entrevues avec des gens d'ici, et ils sont généreux, totalement généreux. Alors, je pose une question, et puis ça démarre. On ne peut pas vous dire non, de toute façon. Ben, il pourrait. Pour Armand. Oui, Armand. Les mots d'amour que vous disiez à la radio en 1975. Avez-vous souvenir de... Ben, écoute, je ne me rappelle pas d'avoir dit des mots d'amour, mais peut-être. Mais j'animais l'émission de 8h à minuit. Oui. Tu sais, à CKMF, j'ai animé à peu près, là, tu sais... le tour de l'horloge. J'ai fait le tour de l'horloge. J'ai même animé l'émission de musique classique le dimanche matin, c'est tout te dire. Ah oui? À l'époque disco, d'ailleurs, il fallait le faire. Oui, ben, il n'y avait que le 5 à 8 qui était dispo, de toute façon, à CKMF. Oui. Tout le reste, c'était d'autres formes de consommation. Oui, après, c'est devenu... Après, c'est devenu complètement plus rock'n'roll, oui. Mais à notre époque, à nous. Mais quand j'animais le 8 à minuit, oui, probablement que je présentais des chansons d'amour, et puis, je sais pas, je devais lire des poèmes, tu sais, j'étais très... Ou de petits textes que vous écriviez, parce que vous avez écrit. J'écrivais mes textes, effectivement. Et c'est là qu'André Robert m'avait remarqué, parce que je parlais de livres. De livres, oui. Pour les gens qui s'inquiètent, là, vous en faites pas, on va vraiment parler de sa fortune personnelle à la fin de l'émission, ça c'est sûr. Quel drôle de sujet! Un autre courriel qu'on a reçu, celui-ci de Lorraine. Quel âge a votre fille et que fait-elle dans la vie? Alors, Émilie aura 25 ans au mois de février, c'est un Verseau. Et puis, elle est belle comme tout, et elle travaille en cinéma. Elle travaille en cinéma. Elle est assistante à la réalisation. Depuis 3 ans maintenant, elle travaille beaucoup, elle travaille bien, et je suis très fière d'elle. Hein. Est-ce que maman a été inquiète un peu quand vous avez su qu'Émilie s'en allait? Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle a été plus inquiète que d'habitude quand vous avez su qu'elle s'en allait en cinéma? C'est pas nécessairement non plus un métier de sécurité, bien que... Il n'en reste plus beaucoup de sécurité aujourd'hui. Non, il n'en reste plus. Mais j'aurais effectivement préféré que, je sais pas, moi, je choisisse médecine ou droit. Le droit ou quelque chose comme ça. Oui, j'aurais préféré. Mais elle n'a jamais été attirée par les études très sérieuses. Émilie adorait être sur un plateau de télévision, de cinéma. C'était dans le sang, déjà. C'était dans le sang. Et puis, Émilie aurait dû devenir une actrice. C'est une formidable actrice, mais elle n'a pas voulu faire d'école, alors... Est-ce qu'elle aurait, comme maman, certaines peurs ou certains manques de confiance? Absolument pas. C'est très étonnant. Donc, elle n'aime pas simplement être devant la caméra? Eh bien, elle souhaite être devant la caméra. Elle attend qu'on la découvre. Ah oui? Oui! Elle attend qu'on la découvre. Mais je pensais que vous disiez qu'elle avait fait le choix de ne pas être devant. Non, elle n'a pas voulu... Elle n'a pas voulu faire d'école. OK. Alors, elle attend qu'on la découvre, mais ça, c'est son secret à elle. Oui. Vous savez qu'on elle travaille sur des plateaux. On a une ligne interactive où les gens peuvent nous téléphoner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je donne le numéro de téléphone, si vous voulez, pour nos invités à venir. Il y a toute une liste des invités à venir. Le numéro, c'est le 1-877-M-Jasmin. 1-877-M-Jasmin. Ou encore notre site web, c'est micheljasmin.tva.ca. Alors voilà le numéro de la ligne interactive. On a eu un téléphone pour vous, une question qui a été posée sur la ligne interactive. On l'écoute. D'accord. Oui, bonjour, M. Jasmin. Bonjour, Mme Malo. J'ai une question, moi, à vous poser. Je voudrais savoir, le fait d'avoir élevé votre fille toute seule, est-ce que ça vous a empêché de faire des choix de carrière? Merci beaucoup, Sylvie de Québec. Intéressant. Sylvie, merci Sylvie. Effectivement, j'ai souvent refusé des offres parce que je voulais garder du temps pour ma vie de famille, pour vivre avec Émilie. Oui, absolument. Est-ce que vous avez déjà regretté certains de ces choix-là que vous avez faits? Jamais. Non. On la voit ici, Émilie, elle a 7 ans, 6 ans, 7 ans. À peu près, c'est l'âge où elle perdait les dents, là, oui. Et là, on va la voir un tout petit peu plus tard, mais on va la voir bouger. Voilà. Et là, comment il s'appelait, Moufi? Non, c'est M. Grignon. Ah, M. Grignon. Ah, M. Grignon. Et puis Émilie, regarde. Écoute, Émilie, là, elle a peut-être une dizaine d'années. Oh, mais écoute, c'est formidable d'avoir ces images. Mais qu'est-ce que c'était comme émission? Mais tu vois, comme elle est tout à fait... Émilie, elle n'est pas timide pour deux, ça. Ah, pas du tout. Chanceuse. Est-ce qu'il y aurait eu une tentation, quelque part, pour vous de lui faciliter les choses pour que son rêve se réalise? Non. De travailler comme comédienne? Non. C'est-à-dire de lui faire ouvrir des portes, ou enfin de lui donner des adresses, de j'ai jamais poussé, c'est-à-dire j'ai jamais poussé, je ne l'ai jamais obligée. Moi, elle a pris des cours de piano, des cours de danse, elle a pris tous les cours, mais elle n'a pas voulu poursuivre, et moi, je ne pouvais pas l'obliger à poursuivre. Non, elle a fait ses choix,
Et je l'ai laissé toujours très libre. Ouais. C'est assez étonnant le cheminement d'Émilie dont vous parlez, parce que on a eu, il y a quelques jours, Caroline Néron, qui a eu un cheminement à peu près identique, qui n'a pas fait vraiment d'école de théâtre ou de conservatoire de théâtre, mais qui a pris des cours de danse, des cours de chant, des cours de tout ce elle qui peut se voulait faire. devenir une actrice, Caroline. Mais à 25 ans, c'est encore possible. Oui. Allons savoir. Ouais. Allons savoir. On va faire une pause, Reine, et au retour de la pause, là, on va plonger dans le vif de deux autres sujets. 38 déménagements depuis 1972. On va peut-être trouver la raison aujourd'hui. Bonne chance. 30 résidences en 30 ans, même pas. Oui, oui. Ou à peu près. Une moyenne de... Et comment gérer votre fortune personnelle aussi? C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan. Manquez pas ça, les rabais sont au maximum. 50% de rabais sur toutes les personnes incluses. Par son entraîneur. Je m'appelle Sheldon Kennedy. Graham James. Il m'a volé quelque chose. Comment on explique ça, à votre avis, 38 déménagements depuis 72, depuis 28 ans? Quelle est cette espèce de besoin de bouger que vous avez? Je pense que dans une vie antérieure, je devais être une nomade. Tu sais, je devais transporter mon képi. Je devrais transporter mon képi d'un endroit à l'autre, je sais pas trop. Effectivement, dès que j'achète une maison, je la décore, je m'installe. Oui. Et puis c'est la dernière fois toujours? C'est la dernière fois toujours. Oui. Et puis 6 mois plus tard, et même parfois avant, je recommence à regarder les affiches des maisons à vendre autour ou dans une autre ville, et puis je recommence à visiter des maisons, et puis je déménage. Je ne peux pas rester en place. Et pourtant, moi, je suis très stable par ailleurs dans ma vie, tu sais, je suis stable, moi. Oh, puis il y a un doute ici qui se lit dans tes yeux, là. Oups, oui, il y a un gros doute. Oh, puis là. Ah bon? Je suis pas stable, moi? Monsieur le psychiatre... Vous êtes une femme de choix. De choix? Dans le sens que vous faites souvent des choix. Oui, je bouge pas mal, effectivement. Ouais. Ouais. Mais dans ma carrière, j'ai pas beaucoup bougé au total. Je suis restée très longtemps. Non, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Oui, à ce niveau-là, vous êtes une femme fidèle, même. Et même très fidèle. Oui, c'est vrai. Mais les maisons, là... Mais les maisons, non. Mais c'est pour toutes sortes de raisons. Tu sais, je l'ai fait aussi, l'auto-analyse. Pourquoi est-ce que je déménage tout le temps? Parce que c'est une telle énergie déménager. Oui. Ça demande tellement de temps. Et puis trouver la bonne maison. Et puis réaménager. Et puis réaménager. Mais c'est pas une âme d'agent immobilier que vous avez à l'intérieur de vous, là. Pas du tout. Non. Mais il reste que ça a été, cette espèce de maladie a été pour moi bénéfique, puisque j'ai fait des sous en vendant mes maisons. Oui, bon, c'est ça, j'arrivais à ça. Est-ce que c'est là que vous avez fait votre fortune personnelle? Je t'ai aidé à faire le lien, là, tu vois. Parce que vous aviez peur qu'on n'en parle pas de votre fortune personnelle. Pas du tout, je ne voulais pas t'en parler pas, mais je savais que tu tenais tellement qu'on en parle. Non, on peut nettoyer ça, c'est une blague, l'histoire de la fortune personnelle. Complètement, ben oui, c'est une blague. Vous n'êtes pas une fille millionnaire. Jamais dans 100 ans. Mais vous êtes... Comme dirait ma grand-mère, jamais dans 100 ans. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, d'après ce que je comprends. Est-ce que c'est ça? Non, j'ai pas des grands besoins. Moi, je suis pas une fille qui... je sais pas, moi, j'ai pas des voitures luxueuses. Je me suis jamais acheté des bijoux. J'ai pas... Non, les maisons, c'est ça. Mais, les maisons, oui. Mais encore là, tu sais, j'ai jamais acheté des maisons à des prix faramineux. Mais qu'est-ce que j'ai pas des grands besoins. Qu'est-ce que c'est cette décision, depuis 2 ans, d'administrer vos biens vous-même par des investissements à la bourse? C'est-à-dire que j'ai commencé moi, je me suis jamais intéressée à mes finances. Je suis nulle. Je ne peux pas additionner 2 plus 2. Je suis totalement nulle. Ouais. Et j'ai toujours eu une comptable qui a tout fait pour moi, qui payait les comptes et qui me disait « Reine, tu dépenses tant par semaine. » Et puis bon. Et puis un jour, je l'ai quittée en 90 en disant « Je suis capable toute seule. » Elle m'a dit « Mon Dieu, quelle catastrophe ça va être. » Et puis finalement, non, j'ai été sage, parce que je suis une fille sage et sérieuse. Vous êtes structurée un peu. Et puis, j'ai fait comme l'écureuil en me disant, un jour va venir le froid et l'hiver, tu sais, comme la cigale et la fourmi. Oui. Alors, j'ai quand même été sage et j'ai ramassé mon petit pécule et je l'avais confié complètement à un gestionnaire. Oui. Et puis, il y a 2 ans, j'ai vu, en lisant la presse, j'ai vu qu'il y a un titre à la bourse qui m'intéresse. Et puis, je dis, achète ce titre. Et ça a explosé. Et là, j'y ai pris goût. J'y ai pris goût. Là, vous avez commencé à regarder la presse plus souvent. Alors là, maintenant, je lis, avant de lire les pages art et spectacle, je lis les pages économiques de la presse. D'abord et avant tout, je lis le journal des affaires, la revue commerce. Ça m'intéresse beaucoup.
Mais c'est vous maintenant qui administrez ce portefeuille? Non, j'ai toujours un gestionnaire qui est mon ange gardien, qui me tape sur les doigts quand... Mais je suis quand même pas une joueuse. Moi, je ne joue pas à la bourse. Vous investissez à la bourse. Mais tout le monde devrait toujours investir. Oui, la bourse, c'est pas la loterie. Non. C'est pas des courses de chevaux. Non. Et moi, je suis pas une joueuse. Je suis jamais entrée dans un casino, je joue pas aux cartes, je suis pas une joueuse. Mais je trouve ça passionnant. Passionnant. Avez-vous déjà pu contrôler cette insécurité-là, de toute façon? Mon insécurité... Financière, l'insécurité par rapport à l'avenir. Ah non, moi, je suis totalement insécure. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. C'est dans mes gènes. Ça vient de mes parents. Je suis une insécure. Je suis une insécure. Ouais. Alors, comment vous avez réussi à faire cette conversion d'une fille qui, en 90, ne connaissait absolument rien à l'administration, risquait même de se faire couper le téléphone parce qu'elle ne payait pas ses factures si quelqu'un d'autre ne le faisait pas? Ouais. Tout d'un coup, et là, vous devenez quelqu'un... Un tycoon. Oui. Un tycoon. Oui, oui. L'onasisme. L'opération du Saint-Esprit, va non savoir, je sais pas. Mais je trouve ça amusant. Et tant que je m'amuse, tu sais, je te dis pas que je gagne toujours, hein. Je me trompe parfois, terriblement même. Qu'est-ce que vous avez appris de ce milieu-là depuis 2 ans, de principal? Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être, comment dire, faut pas être un investisseur compulsif. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut garder les 2 pieds sur terre. Ce que j'ai appris aussi, parce que moi, je me suis intéressée à la bourse au moment où il y a eu cette bulle spéculative des titres techno. Oui. Que j'ai vu... Qui dégringole un peu là. Un peu, qui s'est dessoufflé totalement. Oui. Alors, oui, ça a été une bonne leçon pour moi. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis une néophyte. Mais maintenant, quand je parle à mon courtier, avant qu'il me fasse acheter un titre ou un fonds, je veux qu'on en discute et je suis au courant du fonds. Je veux savoir combien j'investis, quels sont mes risques. Je suis quand même maintenant devenue plus... Donc, c'est faisable. Je suis très fière de moi. Mais oui, vous avez raison. Oui, oui, oui. L'amour dans votre vie maintenant, aujourd'hui, en 2001? Oui, toujours présent. Toujours présent. Important. Il y a quelqu'un dans votre vie? Oui, j'ai un amoureux. Avec une façon de vivre particulière? Est-ce que vous cohabitez? Est-ce que vous faites appartement à part? Nous faisons maison à part. Parce que moi, je vis à la campagne. Oui. Mon choix de vie maintenant. Pour l'instant, vous êtes à la campagne. Pour l'instant, pardon. Oui, pour l'instant. On ne sait pas. Je ne connais pas la suite de ma vie, on ne la connaît pas. Ça fait combien de temps, là, vous êtes à la campagne? Dans cette maison-là? Ça fait 1 an que je suis dans cette maison. Oh, c'est beaucoup, ça. Ah oui, oui. Non, mais je vais la vendre. Je vais la vendre. Ah oui? Oui, oui. Mon agent, pour aller où, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Là où la vie va m'amener. Je ne sais pas. Tout est à faire. Moi, je trouve ça formidable, la vie, parce que c'est plein de surprises. Il y a des gros paradoxes, aussi, en vous. On est tous des êtres de paradoxe. En tout cas, moi, j'en suis bien, ça, c'est sûr. Êtes-vous cigale ou fourmi? Moi, je suis la fourmi. Attends, laquelle économisait? La fourmi. Je suis la fourmi. L'autre, elle danse et puis elle... Non, non, moi, je suis une fourmi, mais voyons, ça se voit. Non? Oui. Une fourmi un peu olé. Non, je suis un peu olé. Merci, petite fourmi. Ça m'a fait un tel plaisir. Et moi de même. Écoute, je veux revenir. C'est trop agréable de faire ton émission. On reçoit plein de mots d'amour. On revoit des émissions. Oui, et les mots d'amour, soyez assurés qu'on les a transmis à Rennes. Merci infiniment, Rennes. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous d'avoir été là. Demain, Luc Picard sera avec nous et Pierre Falardeau. On vous souhaite une bonne journée et à demain. Lors de leur passage à Québec, les invités de Michel Jasmin sont logés au Château Bonentente de Sainte-Foy, le grand hôtel champêtre de Québec. Participez au l'intégralité de leurs goûts, leurs sels minéraux et leurs vitamines. Viandes et volailles cuites selon le même procédé sans ajouter de matière grasse. Avec votre batterie diététique, votre cuisine est très saine et savoureuse. L'anneau réducteur posé sur la sauteuse vous permet de cuire à la vapeur vos aliments de façon saine.
Et pour râper, couper, émincer, l'accessoire séparateur râpe se révèle très pratique et indispensable pour ajouter directement des aliments dans vos faitout. Avec les bols fournis qui s'adaptent sur les faitous, vous augmentez facilement le volume de cuisson. En enfilant plusieurs faitous, vous pouvez cuire cette préparation en utilisant la même source de chaleur et pour réaliser des cuissons en étage sans aucun mélange de goût. Les formats variés des 17 pièces vous autorisent une multitude de combinaisons. À vous de choisir celle qui convient le mieux à votre préparation. Enfin, les couvercles en plastique qui s'adaptent hermétiquement sur vos faitous sont idéales pour conserver vos aliments au réfrigérateur. Les poignées servent également de support au couvercle. Et vous pouvez même servir vos plats directement à table en utilisant le couvercle support comme dessous-plat. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Maintenant, le steak est cuit d'un côté. Je vais vous le montrer. Toujours sans gras. Hey, regardez ça. Ah, une belle pièce, hein? Pas de matière grasse. Et maintenant, ce que je vais faire cuire l'autre côté. Plus fort que ça, je vais vous prouver que la chaleur est gardée à l'intérieur pour au moins 30 minutes. Alors, j'ai retiré mon feu, ma... Elle est arrivée, puis au lieu de voir son comportement, puis d'essayer de le contrôler, puis de le voir comme un comportement à annuler, on a vu le potentiel, on a dit, hey, elle a beaucoup de potentiel pour faire du ménage, alors elle aide l'intervenante qui fait le ménage, elle la suit, puis c'est vrai qu'elle est très bonne pour faire des lits, elle les fait mieux qu'à peu près tout le monde ici. C'est devenu une ressource pour nous. Voulez-vous du thé? Une bonne tasse de thé? Au départ, leur approche était tellement différente que les fonctionnaires ne savaient pas trop de quelle façon évaluer leur travail. Il est vrai que le personnel doit apprendre à travailler autrement, à devenir plus polyvalent. Nous, on refuse de compartimenter les rôles. J'ai remarqué pendant plusieurs années, avant d'ouvrir Carpe Diem, comment est-ce que c'est important qu'il y ait les préposés aux bénéficiaires qui ont une description de tâches bien précise, les auxiliaires, les infirmières, récréologues, tout le monde a son petit bout de personne à s'occuper. Ça, ici, on a voulu tout éliminer ces limites-là qui se retrouvent souvent dans le réseau et qui font qu'on est hyper structuré, mais en bout de ligne, on répond plus à nos besoins qu'à ceux des gens. Il faudrait accepter de manger avec les gens. Il a fallu le faire, ce travail-là, avec les intervenants ici, de dire, c'est vrai que vous n'avez jamais travaillé à un endroit où vous mangez avec les gens, mais ça fait partie de votre travail, puis on s'assied puis on mange avec eux. Dans la soupe, si on est à 2 heures du matin, puis que la personne se lève, puis dit, moi, je m'en vais de chez nous, m'en vais travailler, je veux m'habiller. Puis que là, moi, je suis habillée comme dans le jour, puis je dis à la personne, vous pouvez pas vous habiller, là, parce que c'est la nuit, puis que je suis habillée, moi, je suis pas cohérente. Mon message non-verbal est pas cohérent avec mon message verbal. Parce que la personne va vous dire, ben là, t'es habillée, toi. Pourquoi moi, je peux pas m'habiller? C'est ça qu'ils disent. Puis tu perds cette relation de confiance-là qui est si difficile à bâtir. Alors, vous portez une robe de chambre dans ces cas-là? Oui, pour certaines personnes, juste le fait de nous voir en robe de chambre, ils vont dire, hey, je m'excuse, je t'ai réveillée, dérange-toi pas. Mais si le personnel n'accepte pas de faire toutes ces petites mesures-là, puis qui disent, ben, là, moi, je ne porterai pas de robe de chambre, c'est pas, j'ai mon uniforme, ben, il y a plein de choses. Et à un moment donné, les gens s'adapteront moins. C'est la chambre de maman. Pendant qu'elle chante en bas, elle s'amuse,
On a bien fait de venir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'action, hein? C'est gai, c'est plus gai que chez nous. Et ça doit vous rassurer quand vous entendez ça, que votre mère vous dise des choses comme ça. Parce qu'elle est beaucoup plus joyeuse depuis qu'elle est ici, c'est drôle à dire. Hein? Mais moi, j'étais toute seule à la maison avec elle. Oui. Et puis, ça devient qu'on ne sait plus quoi dire. Oui, vous êtes une belle grande fille. Vous venez souvent faire votre tour ici, vous êtes venu manger Oui, je viens aussi, peut-être pas toutes les semaines, mais aux 2 semaines, je viens dîner. Puis, il y a d'autres familles qui sont là aussi. Fait que des fois, on a bien du plaisir. On vient qu'on se connaît aussi, les autres familles. Et puis, on a des réunions aussi qui nous aident aussi. Comme on est 2 ou 3, que notre mère est ici, donc on peut aider d'autres familles qui sont encore à l'étape de la maison, puis qui sont très perturbées, puis tout ça. C'est comme une famille, on sent... Ce que vous avez vu aujourd'hui, là, c'est toujours comme ça, là. C'est pas parce que vous étiez là. Parce qu'on était là, il n'y a pas eu de spécial. C'est vraiment, là, même, c'est plus naturel encore d'habitude. Cette philosophie a été imitée et on retrouve maintenant d'autres résidences de ce type ailleurs au Québec. La jeune femme qui est à l'origine de Carpe Diem à Trois-Rivières croit d'ailleurs que cette méthode pourrait fonctionner dans les centres d'hébergement conventionnels, mais à certaines conditions. Ça prend des gestionnaires, des directeurs d'établissements qui sont ouverts, parce que si les directeurs ne sont pas ouverts à ce type d'approche-là, ils vont faire mourir toutes les initiatives du personnel. Puis souvent, le personnel a les compétences. C'est qu'au niveau de la gestion, on refuse de s'assouplir. La solution, c'est pas nécessairement d'investir beaucoup d'argent puis de croire que on va tout régler avec ça, avec le fait d'investir de l'argent. Je pense qu'il y a des pratiques qui doivent être changées parce que si on met de l'argent, on va juste renforcer ces pratiques-là. Si on a une approche très contrôlante, on va contrôler encore, même s'il y a beaucoup d'argent. Fait que je pense que s'il y avait de l'investissement d'argent, il faudrait que ce soit toujours jumelé avec une modification de l'approche parce qu'on va se retrouver bientôt avec tellement de gens atteints qu'on va recréer des milieux d'hébergement qu'on a voulu éviter il y a 20 ans. Chante. Je voulais qu'on chante. Le soleil dit bonjour aux montagnes. Il y a un monsieur qui est arrivé ici avec des doses énormes de médication pour le calmer. Et tranquillement, on a réduit la médication. Cet homme-là, lui, aujourd'hui, il est redevenu un homme qui marche droit, très solide physiquement, malgré ses 90 ans, et qui est capable de chanter avec nous. Carpe diem signifie « mets à profit le jour présent ». C'est aussi saisir le jour. Alors pour nous, c'est vraiment la base de notre philosophie qui est axée sur le potentiel des gens. Après la pause, où en est la recherche sur la maladie d'Alzheimer? Beau! Besoin d'une bonne batterie? Passez au service Goodwrench de GM. La vie va trop vite. Suspendez le temps pour passer de tendres moments. On dit qu'il faut que jeunesse se passe. Autant le faire confortablement. Votre gros contrat vient d'être approuvé. Récompensez-vous comme il se doit. Elran, laissez-vous porter par l'ambiance. Eh oui, chaque mois, vous avez comme nous toutes la visite de ce compagnon qui joue au yo-yo avec vos émotions.
Votre humeur vous en fait voir de toutes les couleurs? Fini ans. Utilisez les nouvelles Kotex avec elle et Bodyfit. Des serviettes d'une conception unique. Quand vous bougez, elles épousent vos courbes pour rester plus près de votre corps. Elles vous protègent mieux et vous vous sentez mieux et plus en confiance. En ces jours ponctués de sautes d'humeur, prenez soin de vous. Kotex vous voit. Un point, c'est tout. Du premier sourire au premier mot, du premier pipi sur le pot à la première fois qu'il se rend seul à l'école, l'enfant vit une succession de grandes premières qui font sa fierté et la nôtre. Je m'appelle Mélissa, j'ai 6 ans. Elle est trop longue comme ça. À l'art d'être parent, je vous présente les grandes premières de Lauriane, Philippe Emmanuel, Gabriel et Esther. L'art d'être parent, lundi, 21h. Pour tous ceux qui restent ici l'hiver, les sirops Balminil, ils soulagent vite les symptômes du rhume et de la grippe. Pour s'épanouir, les enfants ont besoin d'amour, d'attention et du soutien financier de leurs parents. La pension alimentaire permet à notre enfant de continuer à s'épanouir dans un climat de confiance et de sécurité. Les enfants d'abord. Un message du gouvernement du Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça, ces petits chiffres-là? Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est quand ils deviennent gros. Les conseillers des jardins, ils font grandir notre argent. Besoin d'une bonne batterie? Passez au service Goodwrench de GM. Il y a un grand malaise face à la maladie, puis il y a un grand malaise face à cette maladie-là aussi. Moi, j'ai l'impression que les maladies qui modifient le comportement aussi, ça trouble beaucoup les gens. Ils ont peur d'être pris de court, de ne pas savoir quoi dire, d'avoir l'air fou. Moi, il y a eu une période où j'étais tellement en colère. Après, quand je croisais du monde sur la rue qui me disait « J'aurais voulu aller voir ton père, mais je suis pas capable. » Ah, ben, gadon. Moi, j'ai tellement de plaisir. Tu sais, moi, ça me mettait, là. Je devenais... Ben c'est ça, on va tous mourir de ça. C'est une maladie qui se situe bien bas dans le palmarès de la popularité. C'est une maladie orpheline, une maladie où il n'y a pas de porteur de drapeau, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une maladie qui touche les vieux. Et il faut bien se rendre compte que dans notre société, les vieux ne sont pas le groupe, le segment d'âge le plus valorisé. Certains spécialistes emploient des formules choc pour désigner l'Alzheimer. On parle de peste de l'an 2000 ou encore d'épidémie silencieuse. Mais c'est vrai que les chiffres font peur. Chez les personnes de 65 ans et plus, 1 sur 100 est atteinte. Chez les 85 ans et plus, c'est 1 sur 4. Et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas la cause exacte de cette maladie et il n'existe aucun médicament pour la guérir. Je me dis pas qu'elle va être guérie miraculeusement, mais je crois que, étant donné qu'elle pourrait revenir si la science ou la science des médicaments ou divine. La grande majorité des gens au de 65 ans, on les voit plus maintenant consulter parce qu'il y a un traitement qu'ils peuvent essayer, comme l'Aricept, et d'autres semblables qui s'en viennent. Quand le médicament est sorti, et j'ai entendu dire que ça fonctionnait très bien dans un certain nombre de cas, j'ai demandé à mon médecin, puis j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux l'avoir? Il dit oui. Ben, j'ai dit, dis-moi que ça lui fait pas mal, puis pourquoi pas vous l'essayer, pourquoi pas essayer? Puis il a essayé. Et il lui donne aussi du vitamine E, qui est une autre chose depuis 2-3 ans qu'il donne ça. Et puis effectivement,
ça a amélioré beaucoup son cas. Ça a ramené une certaine, un éveil d'un meilleur niveau qu'auparavant. Il y a sans doute une base génétique, il y a sans doute une base liée au vieillissement de façon très intime, mais qu'est-ce qui va déclencher cette maladie-là? C'est ça qu'il nous faut trouver. Ils ne savent vraiment pas avant une autopsie que c'est l'Alzheimer. Sauf qu'ils disent, quand ils finissent par dire, ils utilisent le terme une maladie de type Alzheimer. Les animaux nous donnent certaines indications. Les souris transgéniques, ce sont des petites souris qui oublient parce qu'on a modifié un gène à la naissance, nous donnent aussi certaines pistes. Ensuite, il y a la banque de cerveau où les cerveaux humains sont analysés pour voir s'il y a des changements chimiques ou des changements dans les cellules qui pourraient nous donner une idée des causes. Les chercheurs en santé mentale ont absolument besoin de cerveaux humains. C'est ce qu'ils appellent l'or gris. Ils peuvent notamment s'adresser à la banque de cerveau du centre de recherche de l'hôpital Douglas à Verdun, qui existe depuis 1980 et qui jouit d'une renommée internationale. À moins 80 degrés Celsius. C'est froid? C'est très froid, oui. Ça garde congelé là, très très longtemps. En quoi consiste votre travail, en fait, lorsque vous cherchez un diagnostic d'Alzheimer? En fait, c'est le travail du neuropathologiste, qui est vraiment un spécialiste, là, un pathologiste spécialisé pour le système nerveux. Donc, nous, on va envoyer au pathologiste la moitié du cerveau, donc un hémisphère complet. Vous avez un exemple ici. C'est un demi-cerveau qui est déjà fixé dans la formaline depuis un certain temps. Je peux peut-être en montrer un autre ici. Donc, il va examiner ça de façon macroscopique, mais aussi de façon microscopique. Et c'est là que le diagnostic, notamment de la maladie d'Alzheimer, devient très, très important et devient possible. Une de ces anomalies-là, très, très importante pour la maladie d'Alzheimer, ce sont les plaques séniles qu'on voit ici. C'est un grossissement qui provient du microscope. Donc, on voit ici la formation d'une plaque sénile. C'est certain que les plaques séniles ne sont pas spécifiques pour la maladie d'Alzheimer. Ce qui est spécifique, c'est leur nombre et leur distribution dans certaines structures très, très spécifiques. Donc ça, il y en a toujours, mais il faut voir... vieillissant. C'est ça. Il faut voir combien il y en a et où elles sont situées. C'est ça. Vous en avez combien ici de cerveau? Le cerveau, là, on est rendu maintenant à 1174 depuis 20 ans. Donc c'est important, là, comme c'est une grosse banque ici à Montréal. Oui, c'est certain. C'est la première qui a été fondée au Canada. Bon, on fait les petits tests de mémoire. Êtes-vous capable de dessiner ça? Vous avez un contact direct avec les patients, avec les gens qui en souffrent. J'imagine que ça crée une relation très, très particulière avec ces gens-là. Oui, beaucoup de relations. On finit par connaître très bien la famille. Vous avez d'abord la personne atteinte au début qui réalise ce qui se passe. Alors, il y a une dynamique particulière où il faut être prudent quand on donne le diagnostic. Ensuite, il y a le conjoint ou la famille proche, les donneurs, les aidants. Ils ont besoin aussi d'une forme de soutien particulière. Ensuite, vous avez les enfants à risque qui maintenant sont rendus dans la cinquantaine, plusieurs d'entre eux. Ils commencent à oublier, mais de façon normale. Mais il faut aussi les voir et les rassurer. Parce qu'à chaque fois qu'ils ne trouvent pas leur clé, ils doivent s'inquiéter et dire est-ce que je vais faire comme mon père ou comme ma mère? Effectivement. Et il faut dire que la recherche actuelle cible beaucoup les jeunes baby boomers qui sont à risque pour prévenir l'apparition des symptômes. Et les bonnes nouvelles, c'est que même ceux qui ont les gènes plus rares qui causent l'Alzheimer jeune, c'est pas tout le monde qui est porteur du gène qui développe la maladie. Alors, c'est pas un effet 100%, même si vous avez le pire gène connu. En attendant que la recherche progresse, des milliers de Québécois vont continuer à espérer et vont prendre soin de leurs proches malades avec amour. Parce qu'après tout, le cœur, lui, ne fait pas d'Alzheimer. Probablement que j'en serais pas revenu bien si on m'avait dit que ça durerait 12 ans. J'aurais fait, oh mon Dieu.
C'est long, ça, 12 ans. Je me dis, mais je peux rien y faire. Donc, je vais essayer de profiter de chacun des moments que je peux avoir avec elle. Puis en profiter au maximum, puis après ça, on verra. Je me dis, aujourd'hui, elle est comme ça. Elle est de bonne humeur. Demain, je ne sais pas. Elle est partout. Même j'ai maintenu ses cartes membres dans certaines associations. Parce que je refuse de dire que c'est fini tant que c'est pas fini. Et puis, je sais pas, je respecte qu'elle est encore. Pour émettre des commentaires sur notre émission ou nous proposer des sujets, laissez un message dans la boîte vocale du service à l'auditoire du Canal Vie au 514-529-3255. Vous pouvez également nous visiter sur le site Internet de Canal Vie, dont l'adresse apparaît à l'écran. Qui nous regardent à la maison, si vous étiez installé devant votre téléviseur ce soir en vous disant « Et donc, j'ai envie de voir des femmes moches, pas de talent », eh bien, vous allez être très, très déçus. Mon invité est la vedette de la nouvelle série. Vendredi 26 janvier, 20h contre Chicoutimi. On va tout donner pour la victoire. Soyez présents, on vous attend. Voici les membres du Club des frileux qui n'ont pas froid aux yeux. Boutique Lucette, le paradis du tissu à Saint-Étienne-des-Grès. Jeans de peau, des vêtements mode pour elle et lui à bon prix. Du 8 au 28 janvier, vous verrez leur prix fondre à vue d'œil. Je naviguais à toute allure, à haute vitesse sur ma monture. Quand tout à coup c'est arrivé, le téléphone a sonné. J'ai dit les gens dans le téléphone. Mais ça se peut pas, mais je vais répondre. Ça fait que l'homme a dû chiner. Elle a parlé toute la soirée. Avec Sympathico édition haute vitesse de Bell, naviguez à toute vitesse et téléphoner en même temps sur la même ligne. En plus, découvrez en quelques secondes des bandes annonces de films, des sites musicaux et plein de jeux. Profitez vite de notre offre spéciale. Obtenez gratuitement l'installation, l'accès illimité ainsi que la location du modem pendant 1 mois. Jusqu'à 230 $ d'économie. Composez le 310 2 vite. C'est le bonheur dans mes jambes. Puis il navigue le pied dans le fond. Sans la priver de son téléphone. Abonnez-vous à Sympathico édition haute vitesse pour naviguer et téléphoner en même temps sur la même ligne. Composez le 310 2 vite. Visitez le hautevitesse.ca/2. Yvon. Le samedi 27 janvier prochain, 9h, au profit de la Fondation du Collège La Flèche, soyez parmi les personnes chanceuses à déjeuner en présence de 4 comédiens de la magnifique série Les Deux Frères. Au coût de 5 $ seulement, vous pourrez déguster un bon déjeuner, en plus de profiter de séances d'autographes et de photos avec vos comédiens préférés. Procurez-vous vos billets au Collège La Flèche ou HM, aux adresses apparaissant à l'écran. Alors, le 27 janvier, 9h, c'est une chance inespérée de venir déjeuner avec les comédiens de la super série Les Deux Frères. Tous les jours aux saisons de Claudine, Ricardo et moi, on a beaucoup de plaisir à cuisiner ensemble. Parfois, on rit tellement qu'on a envie de partager ça avec vous. Alors, une crème de brocoli, c'est toujours très populaire. C'est de la misère à suivre. Oh mon... Les recettes de Ricardo vous inspirent? Procurez-vous la collection des 4 cahiers recettes, la cuisine des saisons de Claudine, en vente chez votre marchand de revue. Ricardo, là, c'est vraiment savoureux. C'est facile à faire et rapide. En exclusivité à Jet Set, le critique financier Martin Matt nous donne un show très drôle, mais aussi très payant. Et une fan nous parle de char. Francine Ruel, porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal, à Jet Set, ce mercredi, 17h30. 65 000 personnes ne peuvent se tromper. Les Cataractes de Shawinigan, l'événement sportif à voir absolument.
d'une façon beaucoup plus approfondie. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on connaît de toi. C'est donc ce qu'on voit, c'est donc ta charpente, c'est donc l'extérieur, cette bête-là. Il y a des chances. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que tu caches. Ah ben oui, c'est ça qui est le fun. C'est la bête en toi qui m'intéresse. Ah, oui. Alors, j'ai consulté tout, j'ai fait le tour, le monde, j'ai fouillé le monde et j'ai consulté la littérature et je suis tombée sur un petit, au moment où je m'en attendais pas, un petit bijou de livre. Ah, ça arrive toujours comme ça. Un bijou de livre. À quel animal ressemblez-vous? Ah, de Roy Fenton! Absolument. Ben oui. Et dans ce livre-là, on apprend, entre autres, que nous sommes tous 3 animaux. Nous avons tous en nous 3 bêtes. Oui, vraiment, tu en possèdes 3, mais... Et pourquoi 3? Oui, pourquoi 3? Bon, parce que c'est une trilogie, hein? Okay. C'est la puissance du triangle, entre autres comme le triangle des Bermudes. 3 comme 3.1416. 3 comme le cheval de Troie. Ben oui, ça tombe sous le sens, ça aussi. Ça s'écrit avec un E, mais c'est 3 quand même. Oui, c'est 3 quand même. Puis ça, c'est là, c'est présent depuis des siècles qu'on pense à Dieu qui est représenté par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forment une trinité. Oui. Hein? Ça, c'est toujours 3 symboles. C'est toujours 3. Le 3 revient tout le temps, hein? Ensuite, on a eu les baronnets. Hein? Les baronnets. Ils étaient 3. Les 3. Puis le trio chez McDo aujourd'hui. Ah oui. Donc, toujours 3. Alors, à l'intérieur de ce livre-là, Marc, tu découvres ces 3 animaux et je vais maintenant te dévoiler quelles sont les 3 bêtes qui t'habitent. Mais c'est donc fascinant, ça. Et j'ai besoin de ton aide. Tiens, moi, je vais être l'hôtesse. La première bête, c'est le tigre. Et bien voilà, il est ici. Ah! Oh, ben, c'est Tuchou, ça. Il est beau, hein? Et c'est tout à fait toi, Marc, avec sa carrure et sa grâce sinueuse. Féroce. En fait, oui, c'est un animal féroce. Et sa férocité, oui, mangeur. qui représente et qui est tout, et qui est My God, non, je veux on regarde une petite gêne, oui, là. Cache-toi derrière, hein? C'est ça, Non, et c'est un animal qui est nageur aussi. Ah, ça, oui. Il aime l'eau beaucoup. Ah, ça? Je ne savais pas ça du tigre qui... Je savais que c'était un mangeur. C'est tout à fait toi. Et c'est pour ça, Marc... Et c'est pour ça, Marc, qu'on te voit régulièrement accompagné de dauphins et de lions de mer. Ah, ben oui. C'est pour ça, mais c'est pas un animal qui est grimpeur, contrairement aux autres chats. Et c'est vrai, avez-vous déjà vu Marc grimper d'un rideau? Jamais? Non. Ah, c'est vrai que c'est pas grimpeur? Non, Pas du tout. Non, je suis mangeur. Mais... Et d'ailleurs, parlant de ça, tu es ravi de mettre une girafe à tes conquêtes. Oh oui, à cause de son élégance, ça rehausse ta réputation. Donc, la girafe te plaît. Ah oui, tout à le fait. deuxième animal, allons-y, c'est le blaireau. Ah, ben voilà. Alors, le blaireau... Ça commence à... Ouais. Bon, le blaireau, Marc, c'est un animal qui ressemble à bien d'autres animaux, hein, la fouine, la blette, le bison, la moufette, etc. Mais finalement, Pas le fun, ça. c'est sa queue qui le distingue de sa parenté. Hein? Fallait- C'est là. Et elle est un peu décise, hein? Noir, blanc, c'est Oui, pas trop, c'est hein? bien difficile à emmener dans le... Non. Le troisième animal, D'accord. allons-y, est-ce qu'on a le temps? Ben oui. Oh oui, c'est le faco. Le Est-ce que faco? tu connais? Oh, ben là, mon Dieu. C'est pas joli, ça. On se fasse de Ben, il y a pire, Pas- Marc, ça écoute. n'a pas l'air d'adon, comme ça. Non, mais c'est vrai que ça n'habille pas quelqu'un, là, Ça se mais... fait Écoute, c'est quoi même le- 13 ans de fréquentation, 2 enfants, là, tu peux comme amorcer le À faco. montrer mes verrues à la personne que j'aime. Absolument. OK. Et puis, je voulais te dire en terminant, Marc, Oui. que moi, j'ai fait le test pour moi aussi. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, avec René, certain, oui, j'aimerais ça savoir que... Je suis une chouette chatte caméléon. Et j'ai un fait pour le faco. Fait que... Ben là. Heureuse de te retrouver, chérie. Oh, mon Dieu Seigneur! Oh, mon Dieu, Marie-Josée! Oh, la salope! Ah, non, mais merci infiniment, Marie-Josée! Poursuivons maintenant. À l'aise. Ben non, attends, je suis posé 5 semaines, puis on est en janvier. Poursuivons maintenant avec la porte-parole du monde à bout, Anne Norval. Et là... Juste avant de commencer, je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent se confier à Anne dans son courrier du bout, que vous retrouvez d'ailleurs dans notre journal. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sais pas. Je vais te le montrer tout de suite. Je me suis fait bouffer mon couvercle de poubelle par un écureuil. C'est pas écœurant. Oh non, pas... Et là, tu vas dire, ah ben évidemment, ça arrive une fois sur 1 million, c'est sur elle que ça tombe. Ben, Et puis c'est ça. là, c'est la 3e poubelle que je OK. scrape depuis 6 mois. OK. Troisième fois. Ben oui. Elles sont bonnes, celles-là. Elles sont bonnes, c'est un plastique très résistant, c'est une Rubbermaid. Oui. Ils me l'ont tout grugé. Il y avait un beau petit capuchon. Ils ont commencé par l'enlever, puis ils ont grugé le reste.
Pour la 3e fois, on me prend pour une folle, mais les écureuils et les pigeons à Montréal, c'est une plaie. Ah, c'est même pas à la campagne, c'est à Montréal que vous avez été C'est à grugé. Montréal, je suis infestée d'écureuils. Mais vous n'êtes pas grugé à la campagne? Non, mais à la campagne, il va, il y a personne qui les nourrit, D'accord. les écureuils. Alors, ils se promènent dans le bois, ils sont très heureux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cette manie que de distribuer des pains tranchés à tous les jours aux écureuils des quartiers? C'est pas et ça. aux pigeons? Ça nous écoeure. Oui, Et le plus exterminateur. Et qui ne voulaient pas l'exterminer parce qu'ils n'ont pas le droit, les autres non plus. Alors, ils ont mis des bombes avec un gaz répulsif. Parce que là, il faut les souffrir, les airs, avec le casse sur la tête. Et puis, je sais pas pourquoi, mais chez les hommes, on dirait que ça paraît toujours. Ben oui, puis on veut pas on veut que ça ait l'air naturel, comme par exemple que les cheveux gris s'estompent de façon graduelle. Bien, on a la solution pour vous. Il s'agit de l'anti-gris. C'est un ensemble de 2 bouteilles de 170 grammes et ça va vous permettre de retrouver graduellement votre couleur naturelle. Et on a des photos avant-après à vous présenter qui ont été prises sur le vif lors d'entrevues. Comme vous avez pu le constater, l'anti-gris convient aux cheveux blonds, bruns, roux ou noirs. Et les cheveux gris reprennent véritablement leur couleur d'origine, leur couleur de jeunesse. Et ce qui est formidable également, Louise-Josée, et vous tous à la maison, je vous le dis, c'est que l'anti-gris, eh bien, c'est un traitement capillaire. Alors, c'est pas simplement un produit qui va estomper ou effacer les cheveux gris, mais c'est également un produit qui va donner du tonus aux cheveux, qui va leur donner du volume et, revivifier le Ils vont le être cheveu. très brillants également. Oui, absolument. C'est une chose que tous les utilisateurs ont remarqué. Et c'est très facile d'utilisation également. Écoutez, j'en fais une démonstration devant vous. Vous avez simplement qu'à agiter, comme à peu près toutes les mousses. C'est une mousse capillaire, ce que je vous disais. Hop, voilà, vous voyez, ça gonfle vraiment beaucoup. Là, j'en ai mis beaucoup trop pour les cheveux que j'ai, mais enfin, c'est pas grave. C'est, comme je vous dis, c'est un traitement capillaire, alors il n'y a pas de problème, ça n'endommage pas le cheveu. Une fois que vous l'avez étendu dans vos mains comme ça, ce qu'on fait, c'est facile. Et voilà, le d'absorption tour également. est joué. Et c'est très, 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 très facile, très simple d'utilisation. D'ailleurs, bon, vous répétez le traitement tous les jours pendant les 3 premières semaines. Vous allez déjà voir, là, après une semaine, le gris, là, oui, le gris s'estomper là, carrément. Le cheveu se repigmente. Et ensuite, après 3 semaines, eh bien, c'est simplement 1 à 2 fois par semaine, selon... L'entretien. Selon vos besoins, c'est à vous de juger la fréquence d'utilisation. Décider de garder un peu de gris pour... les femmes disent que ça donne du charme. Mais il faut dire également, c'est que ce n'est pas astreignant, ce n'est pas des teintures salissantes où on peut risquer également de ne pas obtenir la couleur que l'on désire. Vous allez véritablement retrouver votre couleur d'origine. Et si vous avez l'air plus jeune, vous allez vous sentir plus jeune et vous allez agir plus jeune et vous allez être perçu comme plus jeune. D'ailleurs, on a recueilli des témoignages d'utilisateurs de l'anti-gris. Écoutez bien ce qu'ils en disent. Et un peu plus tard, Luciano aura des invités à rencontrer. Je suis très satisfait du produit anti-gris. Très, très satisfait. L'anti-gris, c'est formidable pour moi. Ce que j'ai aimé, c'est la couleur que ça a donné. Et non pas la couleur quand j'avais 25 ans, c'est la couleur quand j'avais 10 ans. Au bout d'une semaine, je voyais que le blanc s'en allait. Mais au bout du 3e jour, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai aimé ça, ce traitement-là. Réellement, c'était bon. Très facile à comparer à une teinture, hein? Très facile, c'est comme une mousse qu'on met quand on veut se coiffer, une mousse coiffante. J'avais la tête blanche, me semble que je parais plus jeune. Tu l'appliques un peu sur les tempes, partout où c'est que tu as des cheveux gris, puis tu reprends ta couleur de jeunesse. Ça rajeunit, hein? Oui, la texture de mes cheveux est beaucoup mieux. Je les suggérais à plusieurs qui ont les cheveux blancs comme moi. Oui, je le recommanderais à toutes mes amies. Oui, je le recommanderais certainement. Ce qui est fatigant, c'est que les femmes braillent après moi tout le temps. Là.
Comme vous venez de le constater, l'anti-gris s'adresse autant aux hommes qu'aux dames. Et pour vous le prouver, j'ai en ma compagnie Mme Saint-Jean, Mme Gratton et M. Barland. Bonjour. Alors, tous les trois, ben, vous êtes de fidèles utilisateurs de l'anti-gris. Mme Saint-Jean, depuis combien de temps vous utilisez l'anti-gris? 3 semaines régulièrement. Vous aviez beaucoup de cheveux gris? 10 de cheveux gris, surtout vers l'avant. Mais ça vous embêtait, là? Bien, ça rendait les cheveux plus ternes, puis ça masquait, donc j'ai préféré essayer ça. C'était ma dernière alternative avant d'entreprendre une teinture que j'essayais d'éviter depuis longtemps. Et puis, ben, vous me disiez tout à l'heure, hors caméra, que ça vous a donné aussi du volume. Oui, lorsque je l'utilise le matin, ça fait comme... C'est une mousse. Oui. Puis en faisant une mousse, ça aide à la coiffure pour pouvoir faire tenir. Puis malgré toute l'humidité qu'on a en ce moment, là, les cheveux tiennent toute la journée, puis ça ne décoiffe pas. Puis au contraire, on dirait que ça prend avec l'humidité, ça prend du volume. Ça prend du volume. Ça prend du volume, oui. Non seulement vous n'avez plus de cheveux gris, mais ils sont plus faciles à coiffer. Ça évite d'acheter des mousses coiffantes. C'est merveilleux. Oui. Vous, Mme Gratton, vous aviez, en termes de pourcentage, là, combien de cheveux gris? 50 Et puis tout ça s'est estompé graduellement? Oui, il en reste un petit peu ici, là, mais pas vraiment... C'est à votre goût, là? Oui, c'est bien comme ça. Ah, ben ça, c'est merveilleux. Ça me fait plaisir de voir des sourires de gens satisfaits comme ça. Monsieur Barland, vous utilisez depuis combien de temps l'anti-gris? 4-5 mois. 4-5 mois. Et puis, bon, entre hommes, là, on va se jaser. Restez, mesdames, là. Mais, sauf que, bon, on a un préjugé souvent là, défavorable, il faut bien dire, vis-à-vis les teintures. Parce que les dames, bon, c'est connu, vous pouvez vous faire teindre les cheveux, c'est accepté, entre guillemets, là, ce que chez les hommes, mais ça a l'air moins viril, me semble. Oui, il n'y en a pas question. J'ai jamais trouvé une teinture sur une tête d'homme qui était belle. C'est jamais notre vraie couleur. Pour moi, il n'y en était pas question. La repousse de ça, il faudrait probablement y aller plus souvent qu'aux 3 semaines, 1 mois, parce que nos cheveux, je pense, poussent plus vite. Les gardants plus courts, ça paraît plus. Il n'y en était carrément pas question. Et puis, on n'aime pas aussi que ce soit radical, je pense. Le fait que ça masque les cheveux gris, que ça repigmente, on pourrait dire, le cheveu gris de façon graduelle, les gens autour ne s'en aperçoivent pas, je pense. Il n'y a à peu près pas eu de remarques là, catégoriques. Les gens, effectivement, c'est graduel. Puis c'est ce que je souhaitais, que ça sans fracas. Là. Et c'est votre vraie couleur, c'est la couleur naturelle que vous aviez. Oui, effectivement, effectivement. La même chose pour vous. Exactement, avec plus d'éclat. Et bon, le côté, est-ce que c'est uniquement le côté salissant de la teinture ou à cause que ça coûte cher? Qu'est-ce qui vous a fait opter pour l'anti-gris? Oh, c'est un peu de tout. J'aime pas être esclave de quelque chose, de toute façon. Donc, dès qu'on commence la teinture, on est esclave, sinon la repousse paraît, puis côté fierté vient d'en manger un coup, hein, comme on peut dire. Puis, je veux dire, puis au niveau du prix, je veux dire, c'est pas économique aller chez la coiffeuse à tous les mois. Tandis que là, puis en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, ça sert de traitement capillaire. Exactement. Puis, on retrouve la couleur naturelle aussi. Puis côté pep, est-ce que ça donne un peu plus de confiance en soi ou de se sentir rajeunir comme ça? Ça nous permet de tricher sur notre âge. Ah, c'est pas désagréable. Il faut dire aussi que l'anti-gris, on l'utilise sur des cheveux qui sont ni teints, ni colorés et sans permanente non plus. Alors, un cheveu naturel, et ça redonne également, évidemment, la couleur naturelle aux cheveux. Je suis content de voir que vous êtes tous très satisfaits de l'anti-gris comme tel. vous l'avez recommandé à des amis? J'en ai parlé, mais disons que si c'était un secret bien gardé pour pouvoir avoir ma couleur, bien là, ça ne l'est plus. Mais là, on va peut-être m'en parler. Je vous remercie beaucoup. Alors, procurez-vous sans tarder l'anti-gris pour seulement 60 $ ou encore 3 versements faciles de 20 $. À ça, vous ajoutez le transport et les frais de manutention et les taxes applicables. Alors, c'est facile pour se faire signaler immédiatement le 1-800-361-6100, 1-800-361-6100. Eh bien, là, je peux dire que bravo, anti-gris, et puis abat les cheveux gris. Ce joli sac est très actuel. Il compte 4 compartiments fermeture éclair pour tout ranger. Et sur la bandoulière réglable se trouve un étui à lunettes très pratique. C'est notre fidéli cadeau de l'hiver. Vous voulez savoir comment vous le procurer? Regardez bien ceci. Jusqu'au 31 mars, pour seulement 4 achats ou plus, vous recevrez gratuitement ce sac ultra résistant muni de multiples rangements. Faites-vous plaisir et recevez ce ravissant et très pratique sac à bandoulière dès votre 4e achat à la boutique TVA.
Louis-José, je crois que tout le monde, on a un peu le même rêve, hein, surtout quand vient l'été. C'est qu'on voudrait tous avoir la silhouette d'un athlète, mais sans faire les efforts. Oui, parce qu'on les regarde, on les envie, on les trouve beaux, on les voit dans des démonstrations sportives ou encore dans les revues. On dit quel corps idéal, mais on ne veut pas faire l'effort. Ça, c'est parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, et puis on n'en a pas. Moi-même, le premier, je suis bien placé pour en parler. Je suis toujours rempli de bonnes intentions, alors je m'inscris au gym et tout ça, mais ensuite, le temps d'y aller, et puis aussi l'effort qu'on doit y mettre, et aussi c'est coûteux. Très coûteux. Faut bien le dire. Et il y a certains appareils qu'on se sert en gymnase que l'on peut louer à l'heure. Et là, ça amplifie vraiment le coût d'une séance d'entraînement. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le moyen de faire de la gymnastique passive. La solution idéale pour moi. Oui, ben voilà, c'est la ceinture électrotonique. Donc, c'est la façon par électrostimulation d'aller stimuler les muscles de votre corps en choisissant la région à travailler et vous allez obtenir des résultats fort intéressants. C'est très populaire comme produit. À un point tel qu'il y a des gens qui sont déplacés, je crois, ils t'attendent dans le salon pour nous parler un peu justement des bienfaits qu'ils en ont. Ben voilà, je vais aller les retrouver, je te laisse. Bon, ben d'accord, à tout de suite. Et puis, bon, ben entre-temps, j'aimerais vous présenter un petit bout de film, une démonstration qui démontre vraiment très bien de quelle façon la ceinture électrotonique fonctionne. Regardez bien ça. Découvrez le plaisir de la gymnastique passive grâce à notre ceinture électrotonique. Humectez les électrodes roses et vertes avec la burette fournie. Les électrodes fonctionnent par paire. En passant de l'une à l'autre, le courant de faible intensité va contracter votre muscle. C'est l'électrostimulation. Si vous désirez faire travailler vos abdominaux, fixez la ceinture autour de votre taille, les électrodes dirigées vers le ventre. Allumez et réglez l'intensité. Une séance de 40 minutes par jour est recommandée pour obtenir rapidement des résultats. Vous pouvez, si vous le voulez, à tout moment, augmenter ou diminuer l'intensité. Chaque paire d'électrodes est montée sur un dispositif spécial qui permet une rotation sur 360 degrés ainsi qu'un déplacement latéral. La ceinture électrotonique s'adaptera alors parfaitement sur vos muscles. 360 degrés